On va en parler, on va aller à Clairefontaine. L'entraînement en public s'est terminé il y a 1 heure, mais sans Konaté, ni Louis Vix, ni Kylian Mbappé. Louis Vix. Effectivement, avec pas de Kylian Mbappé ni d'Ibrahima Konaté lors de la séance d'entraînement aujourd'hui à Clairefontaine. On a tout de même aperçu les deux hommes en amont avec une photo prise d'abord avec l'équipe de France des réfugiés et puis un bain de foule, selfie et autographe pour les joueurs de l'équipe de France, dont Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté qui sont ensuite rapidement rentrés au château. Ils doivent récupérer de leurs blessures à la cheville et aux adducteurs. Seront-ils en mesure de jouer vendredi soir? La question se pose désormais. Ce qui est sûr, c'est que le staff, au regard du contexte, ne prendra aucun risque avec ces deux joueurs. Il faudra également surveiller l'état de santé de Marnès Akliouche qui n'a pas pu prendre part à l'opposition de fin de séance alors que le Monégasque, avec toutes les absences, postule à une place dans le 11 vendredi. Aucun risque, ça veut dire que Konaté et Mbappé ne débuteront sans doute pas contre l'Azerbaïdjan vendredi soir? Je pense que ce n'est pas le moment de prendre des risques. Vu le contexte, il vaut mieux laisser les choses se faire tranquillement. Est-ce que l'équipe de France aurait besoin de Konaté, surtout de Mbappé, pour battre l'Azerbaïdjan? J'en suis vraiment pas sûr. Vous qui avez joué 2 jours sans s'entraîner comme ça au plus haut niveau. Vous perdez pas grand-chose, mais moi je pense qu'il va faire démarrer Mbappé parce qu'il va avoir une conversation avec le joueur et je pense qu'il est motivé. Mbappé, il a envie de jouer. Par contre, du côté de Konaté, je pense qu'il ne fera pas jouer et qu'il va privilégier la charnière Saliba ou Upamecano. On n'est pas peur d'une polémique possible si jamais Mbappé se blesse à nouveau entre l'équipe de France et le Real? Il n'y aura pas de prise de risque. Il n'y aura aucune croyez prise de risque. Mais c'est pas musculaire Mbappé en fait. C'est articulaire ce qu'il a. Donc c'est une question de douleur. L'une des attractions de ce rassemblement, c'est l'arrivée de Florian Thauvin hier à Clairefontaine, plus de 6 ans après. Regardez et écoutez surtout beaucoup l'émotion. Franchement, si on m'avait dit ce matin en me levant que je serais là ce soir, c'est incroyable. C'est incroyable. Un peu de mal à réaliser là pour l'instant. Beaucoup d'émotions? Ouais, beaucoup d'émotions. Ça fait tellement longtemps que franchement, je suis vraiment heureux, très heureux d'être là. Et c'est jamais normal en fait d'arriver en équipe de France. C'est quelque chose. Le chemin est très loin avant d'y arriver. Donc je viens pour emmagasiner le plus de plaisir possible. C'est une grande fierté. Et voilà, pour faire parler mes qualités aussi. T'as les yeux qui brillent comme au premier jour? En fait, c'est vrai que bizarrement, c'est pas ma première sélection, mais c'est tout comme parce que j'ai traversé des étapes tellement difficiles depuis ce temps que c'est un peu comme si c'était la première. Ouais. Il est ému, c'est beau, ça se voit, ça s'entend, non? C'est une belle revanche, il a les yeux qui pétillent, qui brillent. Moi je trouve ça chouette qu'à son âge, parce que ce sera le plus vieux du groupe de l'équipe de France là, pour ce rassemblement, qu'il soit encore émerveillé et honoré, fier. On l'a dit et redit, donc ça fait plus de 6 ans qu'il n'était pas venu en équipe de France. Est-ce que vous vous souvenez de son dernier match avec l'équipe de France? Il n'y en a pas eu beaucoup de sélections. Non. Juin 2019. Combien de sélections, David? 10 sélections. Et 3 titularisations seulement. Un but, une passe D. Mais ce contre Andorre, justement, on a quelques images de ce match-là, c'était contre Andorre, un but et une passe D, ce sont ses seuls d'ailleurs en 10 sélections avec l'équipe de France. Alors on l'a entendu, il a du mal à y croire, et nous aussi, parce que c'est vrai qu'on l'avait un petit peu perdu de vue, David, ces dernières années avant son retour à Lens. Alors d'abord Florian Thauvin en équipe de France, 10 sélections, donc 3 titus, un but, une passe décisive, champion du monde 2018, mais son parcours, parce que tout ça, où était-il passé? D'abord il s'est blessé, ce qui a aussi expliqué son absence, et puis vous vous souvenez qu'il avait quitté Marseille en 2021. Là, il y a tout son parcours, tout depuis Bastia, Marseille, etc. Mais il a quitté le championnat de France en 2021 pour aller jouer le championnat mexicain. Ça n'a pas été fabuleux. 8 buts en 38 matchs avec en 2 ans. Avec Gignac. En 2 ans, 8 buts. Et puis, il s'est relancé quand même en Italie avec 2 saisons pleines du côté de l'Udinese. Et puis, jusqu'à son retour en France cet été, où déjà, il s'est particulièrement illustré, buteur et passeur. Donc voilà, c'est un retour important. Et il était déjà suivi en Italie par Didier Deschamps. Il y a toujours une préliste de 50 joueurs. Il en faisait partie et encore plus au mois de septembre. Il n'a pas failli jouer à Lille à une époque, si je me souviens. Oh là là, ça avait été un feuilleton. C'était un drame. C'était un drame et un feuilleton. Et doublement traître puisqu'il est revenu à Lens, le grand rival. Non, traître évidemment. Et la Marseille. D'ailleurs, dans son parcours, je crois qu'il y a Lille. Ça a duré quelques jours, mais il avait signé à Lille, puis ça a été annulé. C'est étonnant que finalement on se soit demandé où est-ce qu'il était passé Florian Thauvin, parce que c'est quand même un joueur qui a été à un moment très important à l'OM notamment. Mais c'est pour ça qu'on est étonné de le voir revenir aujourd'hui en équipe de France. Écoutez, il est champion du monde 2018. Il a été champion du monde. Il a joué 1 minute. Ok, mais 1 minute. Mais il est comme champion du monde. Adil Rami, dans ce cas, il n'a pas beaucoup plus joué à l'époque. Il est champion du monde U20 en 2013 d'ailleurs avec Pogba, la génération dorée. Et Areola. Et Digne.
Il a fait la finale de Ligue Europa en 2018 avec l'OM. Il avait marqué en demi-finale contre Salzbourg. Il a la culture de haut niveau, quoi qu'on en pense, même s'il n'a pas joué au Milan, au Bayern. Mais il a 32 ans. C'est pas l'avenir. Sauf que. J'ai pas dit que c'était pas l'avenir, c'est vous qui le dites. Deschamps réfléchit toujours, en bon disciple d'Aimé Jacquet qu'il est, à l'équilibre de son vestiaire. Peut-être qu'il a des doutes sur 2 ou 3 postes pour sa liste. Vous pensez vraiment qu'il sera à la Coupe du Monde ? Il aura 33 ans. Moi, je pense qu'il bénéficie de circonstances plus que favorables. Il fait un très bon début de saison. Voilà, il y a des absents. Voilà, Deschamps le rappelle. Mais je pense que pour bousculer la hiérarchie, je le souhaite pour lui. Mais ce sera quand même très très compliqué. Voilà, on est d'accord. Ça arrive. Oui, rappelez-vous. ça peut arriver. Comment Umtiti s'est retrouvé en équipe de France titulaire Oui, il y a eu 2-3 blessés. Voilà, des concours de circonstances. Donc Thauvin, en tout cas, s'il est là, il saura exactement quoi faire, comment se comporter, comment encadrer. Et moi, je trouve que pour un gars comme Deschamps, c'est plutôt sécurisé. Et c'est une vraie solution de facilité aussi pour Deschamps. Il n'y a pas d'adaptation. Exactement. Son ancienneté, il connaît le très haut niveau. Son profil, sa touche technique aussi le permet de jouer à n'importe quel poste. Donc voilà, c'est très bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réservoir à son poste. Mais il n'y a pas que des jeunes. Le réservoir, ce ne sont pas que des jeunes. Et d'ailleurs, on le voit. D'ailleurs, Deschamps change un petit peu ses habitudes. Thauvin ne fait pas la Ligue des Champions. On a toujours dit Deschamps prend. Il l'a fait. Oui, mais bon, ça remonte quand même. Avec l'OM. Donc, on a toujours dit il faut jouer la Ligue des Champions pour espérer te rappeler en équipe de France. Théo Hernandez et Coman arrivent d'Arabie Saoudite. Exactement. Donc, voilà. Est-ce que, pardon Geoffroy, Samuel, est-ce que le Thauvin d'aujourd'hui est aussi fort que le Thauvin de 2018 quand il était à la Coupe du Monde ? Ah non. C'est vrai qu'à l'époque, il marchait sur la Ligue 1. Il faut se rappeler qui était Thauvin quand il jouait en Ligue 1. Exactement. Il était décisif à chaque match, soit il marquait, soit il était passeur, il était hyper percutant. Certains discutaient sa place dans les 23, moi je ne la discutais pas. Il n'avait pas sa place dans le 11, mais il méritait tout à fait sa place dans les 23. Et Geoffroy l'a dit avec justesse, il fait partie de cette génération dorée qui a gagné la Coupe du Monde junior. Donc voilà, c'était un parcours tout à fait logique, mais aujourd'hui, il est moins fort qu'à cette époque. On verra la suite. Même chose pour Mateta ou pas ? Il mérite sa place ? Oui. En un mot ? Bien sûr. Oui. Pourquoi Il a même un coup à jouer. Je pose la question, parce que je disais tout à l'heure, buteur méconnu lui aussi. Il fait quand même partie, c'est important de rappeler, des meilleurs buteurs de Première Ligue depuis 2 ans. Vous qui suivez la Première Ligue de près, Samuel, c'est pas rien. Non, mais le grand public ne le connaît pas. Ils l'ont peut-être découvert un peu plus aux Jeux Olympiques. Mais effectivement, c'est un joueur qui, depuis 2 années, ces 2 dernières années, grâce à notamment l'arrivée de Glasner, a pris une nouvelle dimension. Depuis 2 ans seulement, d'ailleurs. Voilà, 2 ans seulement. Avant, il était travailleur, il faisait beaucoup d'efforts sur le terrain, mais il n'était pas récompensé par des buts. Aujourd'hui, il a étoffé son bagage, je trouve beaucoup plus aérien, beaucoup plus technique, beaucoup plus facile devant le but. Son bagage et son palmarès. Son bagage, son palmarès, tout à fait. Parce que Palace, on va le rappeler, est l'un des clubs du moment en Angleterre, qui a gagné la FA Cup en battant City en mai dernier, qui a gagné le Community Shield au tir au but en battant Liverpool, qui a été l'équipe qui a battu Liverpool récemment et qui joue la Coupe d'Europe pour la première fois. Donc quelque part, il y a une conjonction, j'ai envie de dire, favorable pour Mateta. Et moi, je trouve ça comme pour Thauvin. Comme pour Thauvin. Même chose. C'est tout à fait normal qu'il soit récompensé par un parcours un petit peu atypique. Ah, mais pas un petit peu, très atypique, effectivement. Lui, il revendique avoir commencé à apprendre le foot dans la rue. Mais si on regarde après la formation, il est sorti il y a 10 ans pro, début professionnel donc à Châteauroux. Ensuite, il va à Lyon, où il va quand même très très peu jouer. Il est prêté au Havre, où là, il se révèle, il met 20 buts sur une saison. Ensuite, il signe 3 ans à Mayence, puis, depuis 2022, à Crystal Palace. On précise aussi qu'il était aux Jeux Olympiques en 2024, l'été dernier à Paris, qu'il avait marqué en quart de finale, en demi-finale et en finale. Et puis, c'est devenu une référence, vraiment, en Première Ligue, vous l'avez dit. Et je crois qu'au-delà de son profil, c'est aussi l'état d'esprit. Tous ceux qui l'ont croisé disent qu'il a un état d'esprit exemplaire. Et on sait que pour Didier Deschamps, c'est important. Il n'a pas croisé Ange-Johan Bonny à Châteauroux. Ah non, c'est pas non. Un clin d'œil. Alors c'était il y a 10 ans, c'était sa première saison pro et Michel Denisot, président de Châteauroux, lui dit si tu marques 10 buts, je te donne le maillot dédicacé de Ronaldo, le Brésilien. Ouais. Il en a marqué 11. Donc il a eu son maillot. Et ce qui est sûr, c'est qu'il croyait profondément à l'équipe de France, qu'aujourd'hui, il réalise son rêve. Théo Douet vient de le rencontrer cet après-midi. Racontez-nous comment vous avez vécu l'annonce de cette liste de Didier Deschamps. J'étais devant ma tablette et mon nom il est sorti et j'étais très content. Vous étiez tout seul là ou il y avait quand même Non, j'étais avec Lacroix, j'étais avec Maxence Lacroix. Il a dit je le sens aujourd'hui, je le sens. Ah, vous le sentiez? Lacroix, il a dit je le sens aujourd'hui. Moi je le sens tout le temps, moi. Il y a eu trop d'émotions en même temps. Trop d'émotions. Et franchement, en tout cas, c'est beaucoup de fierté. Depuis que je joue au football à haut niveau, c'est un rêve d'enfant. Et maintenant que je le réalise à 28 ans, c'est magnifique. Ça peut faire penser à Olivier Giroud. Même en arrivant assez tardivement, on a vu la trace qu'il a laissée en équipe de France. Il m'a beaucoup inspiré.
Et j'ai beaucoup regardé ses matchs en équipe de France et dans les clubs où il était. On va bosser fort pour rester le plus longtemps possible. Quand on pense à vous et à l'équipe de France, on pense avant tout aux Jeux Olympiques. Quelle place cette aventure en bleu, elle a dans votre carrière en termes de puissance de souvenirs? Ce que j'ai vécu, c'était fort. Comment ça a commencé et comment ça s'est terminé, c'était vraiment fort émotionnellement et surtout les Jeux, c'était en France. Et ouais, c'était beau, c'était magnifique. Les joueurs que vous connaissez bien dans ce groupe, vous sont le plus proche, on pense évidemment à Michael Olise. Ça fait du bien de le voir, en plus il parle de mieux en mieux français et je suis content. Et en termes de complicité sur le terrain, c'est quand même quelqu'un qui à Crystal Palace vous a offert quelques galettes. J'imagine que voilà, vous signez tous les deux pour faire la même chose en équipe de France. Ouais, j'espère ça va continuer. En tout cas, ouais, il était très fier, très content pour moi et je vois aussi tout ce qu'il fait aussi lui Bayern. C'est énorme. On sent un vrai plaisir dans votre jeu depuis quelques mois. Clairement, vous vous éclatez à Crystal Palace. 17 buts la saison dernière, déjà 4 là cette saison. On ressort d'une saison avec 2 trophées. Ça s'était jamais fait dans l'histoire du club. Et là, on a perdu le dernier match, mais on était sur 19 matchs, non? 19 matchs sans défaite et franchement, c'est que du bonheur. Et la Première Ligue, c'est aussi, j'imagine, un championnat qui correspond parfaitement à vos qualités. C'est un championnat où il y a beaucoup de contacts et il faut s'adapter à ces contacts-là. Et maintenant, il faut aussi mettre des coups aussi. Si on se projette un peu, d'aller fracasser le poteau de corner avec le maillot de l'équipe de France, c'est un projet? Ouais, c'est un rêve. Pourquoi pas? Est-ce que le stade sera capable de faire comme à Selhurst Park, le boom? Je ne sais pas si tout le monde aura la ref. Hein. Ah, je sais pas si tout le monde... J'espère qu'ils auront la ref ce jour-là. On devrait le voir jouer. Interview réalisée par Théo Douet avec Antoine Martin. Vous qui suivez encore une fois de près la Première Ligue, quel type d'avant-centre est-il? Est-ce que vous pouvez, image à l'appui, palette à l'appui, nous l'expliquer? Rendez-vous auprès de l'écran, du grand écran. Oui, je vais essayer de vous présenter tout ça parce que c'est un joueur qui fait quand même un 92 et qui l'a dit, il faut mettre des coups en Super League. Et le grand public pense que ce n'est que ça. Mais ce n'est pas que ça, Mateta. Là, regardez, on va le voir et j'ai voulu arrêter cette image parce que le fait de marquer des buts dépend aussi de vos déplacements. Et là, regardez, il pourrait aller tout droit, mais il fait cet appel intelligemment, en arrondi, pour sortir du champ de vision de son adversaire direct et pour pouvoir se retrouver face au but. Donc on continue l'action, regardez. Grâce à son appel, il a donné une indication au passeur et il s'est retrouvé face au but et il l'a mis au fond. Donc là, ce n'est pas la force, c'est l'intelligence du déplacement. Là, pareil, regardez, sa conduite de balle, et là, j'ai voulu stopper pour vous montrer quoi? Pour vous montrer qu'il sait déjà qu'il a ces 2 joueurs derrière lui, il les a éliminés. Mais c'est là qu'il doit s'engager. C'est là qu'il doit aller et il met de l'incertitude au défenseur parce qu'il a le ballon collé au pied et il ne lui montre pas où il veut aller. Mais là, ça ne finit pas là. Donc, il va sur ce côté-là et tout le monde s'attend à ce qu'il frappe deuxième poteau. Mais comme il est très bon, il va chercher au premier poteau. Là, c'est sa connexion avec ses partenaires que j'ai voulu vous montrer. Regardez. Là, c'est le stopper qui est au marquage de Mateta. Donc Mateta, logiquement, il décroche. Donc il va amener le stopper avec lui. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il va libérer le champ ici pour son coéquipier aisé. Donc, intelligence, j'amène le stopper avec moi. Mais tout le monde pense que la balle est pour lui, mais non. Le ballon n'est pas pour lui, mais pour son coéquipier. Un joueur moyen se serait arrêté, mais lui a fait ce deuxième appel, et il a ce ballon, et il la met au fond. Donc, intelligence dans ses déplacements. Là, on va le voir, regardez. Conduite de balle, il élimine, il est très fort athlétiquement, mais il donne à Munoz. Et où est-ce qu'il est à la fin, Mateta? Il est dans la surface. Alors c'est Munoz qui marque, mais ça veut dire que c'est un athlète. Il est capable de partir de ses 18 mètres, et il a la caisse et les jambes pour se retrouver dans la surface de réparation. Là, ce que j'ai voulu montrer, rappelez-vous, c'est cet appel en arrondi, encore une fois. Il fait ce bon appel pour sortir du marquage de son stopper, donc il est dans cette zone entre ces 2 joueurs. Il ne peut pas être pris au marquage. Mais il ne fait pas l'appel en marche arrière, il fait l'appel en arrondi. Et là, c'est la connexion avec le petit Ismaïla Sarr. Je sors mon stopper, je le mets dans l'inconfort, et je donne ce bon ballon à mon partenaire pour aller jouer du 1 contre 1. Donc, ce n'est pas qu'un Golgoth qui met des coups d'épaule, c'est un joueur très, très intelligent. Mais il lui manque quoi alors? Il ne lui manque rien, puisqu'il a progressé. Et là, on voit toutes ses qualités. La déviation, j'appelle dans l'espace,
Et là, c'est digne des plus grands attaquants. Passement de jambes tout en finesse et regardez la finition. Ballon piqué pour éliminer le gardien. Donc, au travers de toutes ces palettes, on a vu le pourquoi et comment Mateta avait été appelé par Didier Deschamps et il mérite sa place dans les 23 en équipe de France. C'est impressionnant, c'est remarquable. Et on se demande finalement s'il n'a pas les moyens de concurrencer dès maintenant le titulaire du poste, qui s'appelle Kylian Mbappé. C'est pas le même registre. Mais vous savez ce que je disais moi à l'intersaison, alors peut-être que je me trompais, c'est vrai que ça fait que 2 ans qu'il marque des buts. C'est déjà pas mal. Et je pense que ce profil-là, c'est dommage qu'il ne marque que depuis 2 ans, mais ça aurait pu être très intéressant pour Arsenal. Alors ils ont pris Gyökeres. Et très intéressant, alors peut-être que vous allez le trouver extrême, pour le Real Madrid en sortie de banc, ou peut-être venir titiller comme l'était Rosselló. Ah, vous êtes dithyrambique. Hein. Bon, à vous écouter, il pourrait être non, mais la démonstration est impeccable. Et il est rapide, costaud. Voilà. En tout cas, c'est un profil qui n'existe pas en équipe de France. En tout cas, il devrait jouer soit contre l'Azerbaïdjan, soit en Islande. On rappelle le calendrier Geoffroy qui attend l'équipe de France. Et que l'équipe de France pourrait se qualifier dès lundi prochain. 2 matchs, donc les 3e et 4e matchs de la séquence qualification. Si l'équipe de France gagne ces 2 matchs et que dans le même temps, l'Ukraine ne gagne pas ces 2 matchs, l'équipe de France sera d'ores et déjà qualifiée à 2 matchs de la fin pour la Coupe du Monde en Amérique du Nord en juin et juillet prochains. Ça veut dire que ça devrait être la bonne ambiance, la belle ambiance en principe à Clairefontaine. Eh bien, pas du tout, parce qu'il y a certaines tensions nées de cette brouille entre le Paris Saint-Germain et la Fédération française de football autour de l'affaire Barcola. Vous confirmez, Louis, il y a quelques tensions au château? Disons que c'est la première fois ou l'une des premières fois qu'un club met à ce point l'équipe de France en difficulté sur la place publique du point de vue des blessures. Et évidemment, l'attitude du Paris Saint-Germain n'a pas été très bien accueillie lors du rassemblement du mois de septembre, même si du côté du staff des Bleus, on campe sur ses positions. On a bel et bien détecté une lésion hier dans l'IRM ramenée par Bradley Barcola et qu'on fonctionne de la même manière depuis des années. Donc évidemment qu'il y a des crispations entre l'un des principaux pourvoyeurs de joueurs, en l'occurrence le PSG, et l'équipe de France. Reste à voir si Didier Deschamps s'exprimera à nouveau sur ce sujet jeudi en conférence de presse au Parc des Princes. On espère bien, on l'attend Didier Deschamps, parce qu'on rappelle que la Fédération française de football parle de lésions chroniques à l'ischio-jambier droit suite au match contre l'Atalanta, alors que le PSG ne dit absolument pas, mais plaide le secret médical. Il y en a un des deux qui ment. Hein. C'est vrai que lésion chronique, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais alors pourquoi est-ce que ça se passe bien, pardon Geoffroy, avec le Real et avec Liverpool au sujet de Mbappé et de Konaté, et pourquoi ça ne se passe pas bien avec le PSG? On l'a dit hier soir, ça fait 2 fois. Il y a le précédent Dembélé qui a évidemment titillé et énervé la fédération, mais moi je pose toujours la question, qui a rédigé le communiqué médical? Non. Voilà. Est-ce que ça a été validé? Non, mais, oui, mais dans ces cas-là, si c'est validé, ils savent très bien qu'ils vont allumer une réaction énervée, voire virulente, de la part du PSG. Ils le savent. Puisqu'en réalité, chronique, Samuel, vous le savez, vous avez joué, ça veut dire que c'est récurrent et que ça vous empêche de jouer. Ce que je veux dire, moi, là-dessus, c'est pas des incompétents dans le staff de l'équipe de France, dans le staff médical, quand même. On peut au moins leur concéder ça. Moi, ce que je pense en tant que joueur, c'est quand vous avez une liaison aux ischio-jambiers, il y a des moments où vous êtes toujours fragile. Vous êtes toujours fragile. Vous jouez sans être complètement rétabli. Il vous faut une plage de repos plus importante. Et je pense que c'est... Alors, les mots, on peut les contester, mais... C'est ce qu'a constaté le staff de l'équipe de France. C'est que Bradley Barcola n'est pas tout à fait rétabli. Alors ça date de quand? Peut-être que le PSG n'aurait pas dû le faire jouer contre Lille, aurait dû le laisser un petit peu au repos. Mais surtout le PSG, ce qu'il n'aime pas, c'est il y a eu le secret médical qui a été violé. Parce que maintenant, les clubs ne veulent plus qu'on parle des blessures, ne veulent plus que les gens sachent quelle est la nature de la blessure. La réaction du PSG est légitime. De s'étonner du secret médical, entre guillemets, violé. Oui. Ce qu'il y a de très étonnant quand même, c'est que généralement, encore une fois, ça se passe bien avec tous les autres clubs. Et Xavier Giraudon a rencontré Cyril Moine, le kiné de l'équipe de France, cet après-midi. Il lui explique comment ça se passe habituellement. Avec tous les clubs, on a des échanges qui sont permanents. Moi, je suis en contact avec tous les responsables de la performance des clubs, de la cellule performance des clubs, qui m'envoient les datas de chaque joueur qui précède le rassemblement. Donc j'ai les 15 derniers jours d'entraînement des joueurs au niveau data. Donc j'ai déjà un aperçu de la charge de travail du joueur. Et puis après, il y a la relation entre le staff médical qui va aussi donc proposer tous les examens qui peuvent aider à la prise de décision sur le fait qu'on va le garder ou pas le garder, ou s'il faut faire attention dans tel domaine. On a des prescriptions par moment. Attention, il a fait beaucoup de courses à haute intensité, soyez vigilants. Voilà, donc on a ce genre de rapport. Ce sont des rapports qui sont vraiment conviviaux et ça se fait dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire on reçoit les informations, mais nous aussi, quand le joueur repart dans le club, on leur redonne les informations sur ce qu'ils ont fait ici avec la sélection, que ce soit en data, que ce soit au niveau médical, il n'y a pas de problème là-dessus.
Il n'y a pas de problème, sauf avec le Paris Saint-Germain. Il y a forcément un couac dans les échanges entre le PSG et Didier Deschamps et son staff. Il y a forcément je pense que l'histoire avant il y a un antagonisme, laisse des traces. Voilà. Et pour cette histoire de Barcola, c'est pas net non plus, c'est pas très clair, mais c'est pas inventé par le staff de l'équipe de France. Ça va devenir touchy maintenant de sélectionner un joueur parisien et de faire jouer surtout. D'autant que vous l'avez vu, quand l'équipe de France Espoir, c'est Mayolou qui ne va pas jouer parce qu'il est touché à la cuisse. Tiens, voilà. Et on rappelle que Barcola a joué 73 matchs la saison dernière, c'est peut-être pas un hasard non plus. David, vous êtes penché sur le sujet. Où en est le PSG d'ailleurs? Est-ce qu'il va récupérer tous ses blessés après la trêve? Il y a déjà une très bonne nouvelle, l'infirmerie se vide parce qu'on était très inquiets il y a encore quelques semaines. Alors déjà, Kvaratskhelia, lui, est déjà parti en sélection. C'est le seul joueur blessé de la période actuelle qui va pouvoir rejouer. Non, mais en tout cas, il a été appelé, il n'est pas rentré sur Paris, il est toujours en sélection. Normalement, prochaine journée, 8e journée, c'est-à-dire contre Strasbourg, Dembélé, Doué, Barcola, Ruiz, Neves, Lee seront disponibles. Ça ne veut pas dire qu'ils joueront, mais ils seront disponibles. Puis après, Mayolou, on l'a dit, il s'est blessé très récemment. A priori, ce serait pour fin octobre son retour. Et Marquinhos, là c'est un peu flou. On dit prochaine journée, ça peut être aussi fin octobre et on évoque aussi mi-novembre. Donc attendons de savoir. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Luis Enrique va retrouver ses forces vives. Ça veut dire qu'il a bien géré son groupe et que finalement, certains critiquaient le mercato du Paris Saint-Germain avec les recrutements seulement de Chevalier et de Zabarni, le PSG a peut-être bien fait de faire jouer ses jeunes. On verra en février. Non, mais si vous avez un centre de formation de qualité, là je vais dans votre sens, il faut leur laisser l'espoir de pouvoir jouer en équipe première. Et c'est le cas. Voilà, avec succès. Voilà, si sur le banc vous recrutez 4-5 joueurs qui ont entre 28 et 32 ans mais qui ne vont pas être des titulaires, vous fermez la porte pour des jeunes espoirs. On parle des espoirs. Image amusante. On parlait de Mayolou et l'équipe de France Espoir. Vous savez qu'il y a Christophe Jallet, notre consultant, qui est désormais l'entraîneur adjoint de Gérald Baticle avec les espoirs. Eh bien, on peut vous dire qu'il a gardé son toucher de balle. Il s'entraînait aujourd'hui. Regardez et écoutez avec Warren Zahir Emery sur coup franc face à Guillaume Rest. Oui, voilà, ça on aime. Tu peux rien faire. Oh, ça fait un spécifique. Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté, deux cadres majeurs de l'équipe de France, sont actuellement au cœur de toutes les attentions. À quelques jours des matchs décisifs des Bleus, la question brûle toutes les lèvres. Joueront-ils ou pas? Ce lundi, les deux joueurs sont arrivés à Clairefontaine avec le reste du groupe. Mais une chose a immédiatement attiré l'attention. Ils ne se sont pas entraînés. Restés aux soins, Mbappé et Konaté inquiets dans le staff de Didier Deschamps et les supporters français. Pour Mbappé, tout commence à Madrid. Lors du dernier match du Real, il reçoit un coup à la cheville droite, la même qui lui posait déjà problème il y a quelques semaines. Résultat, gonflement, douleur et un staff médical madrilène qui décide de ne pas prendre de risques avant de le libérer pour la sélection. Arrivé en France, Kylian a été immédiatement placé en soins. Pas de course, pas de ballon, juste du repos. Les images de l'entraînement sans lui ont rapidement tourné sur les réseaux, alimentant les rumeurs d'une possible absence. Mais du côté du staff tricolore, on reste mesuré. Selon les informations de l'équipe, Mbappé est bel et bien présent dans le groupe et il pourrait même jouer, mais son temps de jeu sera soigneusement géré. Deschamps le sait, même à 80%, le capitaine reste essentiel, surtout dans un match où la France doit confirmer son statut et consolider sa place de leader. Quant à Ibrahima Konaté, la situation n'est guère plus rassurante. Le défenseur de Liverpool a quitté son club avec une douleur persistante au quadriceps. Là encore, il n'a pas encore repris l'entraînement collectif et les médecins préfèrent temporiser. Le risque de rechute est trop grand, surtout avec la série de matchs qui attend les Bleus jusqu'à la fin de l'année. Alors oui, aujourd'hui, les deux joueurs sont incertains. Ils pourraient être ménagés face à l'Azerbaïdjan, voire même préservés complètement si les examens ne sont pas concluants. L'idée, du côté du staff, c'est de ne pas compromettre leur forme pour les échéances plus importantes. Mais pour les supporters, c'est un coup dur. Car sans Mbappé, la France perd son accélérateur, son homme providentiel, celui qui peut débloquer un match à tout moment. Et sans Konaté, la défense perd une assurance, un roc capable d'imposer le tempo face à n'importe quelle attaque. En somme, l'équipe de France avance dans le flou. Les prochains jours à Clairefontaine seront décisifs. Si Mbappé reprend l'entraînement collectif d'ici mercredi, il pourrait tenir sa place. Sinon, Deschamps devra trouver d'autres solutions offensives, peut-être en relançant Marcus Thuram ou en donnant plus de responsabilités à Florian Thauvin. Une chose est sûre, entre précaution et ambition,
le staff tricolore marche sur un fil. Et dans cette période où chaque match compte, l'incertitude autour de Mbappé et Konaté est plus que jamais un enjeu national. Alors, joueront-ils ? La réponse, on la connaîtra dans les prochaines 48 heures. Mais une chose est certaine, les Bleus ne veulent bon prendre aucun risque avec leurs deux piliers, car la route vers l'Euro est encore longue et chaque pas compte.